Vous avez été des milliers à découvrir le premier épisode où Gilles Rex, ancien policier scientifique, nous racontait les scènes de crime les plus marquantes de sa carrière. Des attentats, des crashs et des drames humains. Alors, on s'est dit qu'on allait y retourner. Mais cette fois, dans les coulisses d'affaires plus intimes, plus étranges, plus bouleversantes. Un jeune homme retrouvé mort d'overdose à Saint-Cloud, entouré de ses plantes, dans un appartement silencieux où tout raconte une vie brisée. Une évasion spectaculaire, celle d'Antonio Ferrara, le roi de la belle, dont les murs de la prison ont littéralement explosé en pleine nuit. Un décor de guerre, et pourtant au milieu des débris, des indices partout. Un vol au musée d'art moderne de Paris, 5 chefs-d'œuvre dérobés sans effraction, sans bruit, et tout ça par un homme seul, surnommé l'araignée de Paris. Une scène surréaliste, presque parfaite. Et puis il y a les affaires qu'on n'oublie jamais, celles qui vous marquent à vie, comme ce jeune schizophrène qui tue sa grand-mère dans un geste de folie absolue. Une scène impossible à effacer, où la technique ne protège plus du tout de l'émotion. Ce soir, en exclusivité pour StoryCube, Gilles Rex réouvre ses dossiers. Des scènes minuscules, des détails anodins, mais derrière chacun d'eux une histoire. Parfois sordide, parfois humaine, mais toujours vraie. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à plonger dans la tête d'un homme qui a passé sa vie parmi les morts. Bienvenue dans un nouvel épisode de StoryCube, spécial True Crime. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, on accueille une nouvelle fois Gilles Rex, un ancien policier scientifique. Vous aviez adoré le premier épisode qu'on avait fait ensemble, donc on s'est dit que c'était pertinent de revenir avec une nouvelle salve de petites questions et d'anecdotes qu'il aurait vécues dans son métier. En fait, Gilles a travaillé sur les scènes de crime les plus marquantes de France, les meurtres, les attentats, les catastrophes, voire même des enquêtes impossibles. Et aujourd'hui, il est là avec nous pour nous raconter comment ça s'est passé dans les moindres détails du point de vue de la police scientifique. Gilles, bienvenue dans StoryCube, comment tu vas ? Merci de m'accueillir, très bien, merci et toi ? Très bien, merci beaucoup. Tu as écrit un livre aussi récemment, ça ? Oui, c'était en début d'année là. Et Parmi les morts, ça s'appelle ? C'est ça. Qui- Mareuil. Qui traite Qui traite de notre expérience de l'année 2015 en particulier, mais aussi du tsunami qu'on avait vécu. Quand tu dis notre expérience, c'est de mon service en police technique et scientifique, hein. Identité judiciaire du 36 quai des Orfèvres. Incroyable. Et ça parle de quoi ? Cette technique d'identification de victimes de catastrophes, c'est la problématique qui se pose aux enquêteurs lorsqu'il faut identifier des victimes en masse, comme un crash d'avion, les attentats parisiens où il y avait 130 morts le 13 novembre au soir, ou alors le tsunami, les tremblements de terre, des choses comme ça, quoi. Et là, le protocole est défini par Interpol et aussi donc par ce groupe d'identification de victimes de catastrophes qui est composé de policiers et de gendarmes qui se réunissent exceptionnellement lors de ces grandes affaires. Incroyable. Donc la principale problématique, c'est quoi ? C'est d'identifier les morts, à qui ils appartiennent. Oui, parce que il y a maintenant, on peut dire que dans toutes ces grandes catastrophes, que ce soit des tsunamis, des crashs d'avions ou des attentats, tout se passe à l'international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Français. Au crash d'avion justement de la Germanwings, il y avait 18 nationalités, hein, il n'y avait aucun Français. Je crois que tu parles des attentats aussi de Charlie Hebdo, d'autres... Pareil, les attentats de Charlie Hebdo qui ont eu lieu en janvier de 2015. Ce crash de la Germanwings a eu lieu au mois de mars et on a terminé cette terrible année par les attentats du 13 novembre à Paris. Incroyable. On aura l'occasion d'en reparler encore dans cette vidéo. Je trouvais que c'était pertinent de faire un deuxième épisode dans lequel on revient sur des affaires peut-être même aussi un petit peu plus petites et aussi suivi de questions un peu plus classiques que les gens se posent. Est-ce que tu as un souvenir comme ça de, je sais pas, la pire scène de crime que tu aurais vécue ou une qui t'aurait marqué ? Il y a plusieurs types. Chaque scène de crime est particulière. Chaque scène de crime est marquante, si tu veux, mais on essaye de rester un petit peu en retrait de ce côté émotionnel, tu vois, pour se préserver aussi, parce que même si on n'intervient jamais seul, on a des choses techniques à faire, un travail technique à faire, et on ne peut pas rentrer dans le pathos et dans le sentiment de ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est pas qu'on est des êtres complètement froids, distants, on sait très bien ce qui se passe, hein. À tel point que moi, ça m'a rattrapé une fois. Je me souviens d'une explosion
qui se passait, c'était une centrale de chauffage urbain à Nanterre qui avait explosé et des petits pavillons qui se trouvaient pas loin avaient occasionné la mort, été soufflée et 2 personnes étaient mortes, une grand-mère et sa petite fille. Donc ils avaient quoi? Ils avaient explosé dans Non, ils n'avaient l'entrée, pas explosé, c'est le choc, le bruit, et ils sont mortes de peur. En fait, c'est la médecin légiste qui nous l'a dit à l'autopsie. Et lors de l'autopsie, quand on a été faire ces autopsies-là, c'est là qu'elle a déterminé qu'elles étaient mortes de peur. Ça peut arriver, quoi. Elle avait déjà vu, la médecin légiste à l'époque, elle avait déjà eu aussi le cas d'une personne âgée qui traversait sur des passages cloutés. Une voiture arrivait à fond, elle a eu le temps de freiner, de piler, elle s'est arrêtée juste devant la personne, elle ne l'a pas touchée. Le grand-père est tombé mort de peur. Tu vois, donc c'est un arrêt cardiaque. C'est un arrêt cardiaque. Ouais, c'est ça, c'est un choc en fait émotionnel tellement fort qu'on peut mourir comme ça. Et là, c'est ce qui s'était passé. Et lors de ces autopsies, de cette grand-mère de cette petite fille, la petite fille avait exactement le même âge qu'un de mes fils à l'époque. Et donc, et là, on peut faire un transfert. Et là, ça m'avait choqué. C'était pas en soi l'affaire ou ce qu'on était en train de voir. Tu vois, les autopsies, on en avait déjà fait plein, mais tu peux te laisser rattraper comme ça par des émotions qui te dépassent et qui te bouleversent, tu vois, quoi. Et donc, en fait, c'est humain. Et c'est étonnant, mais il y a la grand-mère et la petite fille, quand même. Ouais, ils étaient 2, parce qu'elles étaient dans la même chambre, elles dormaient ensemble, en fait. Ouais. C'est étonnant que la petite fille soit quand même... Enfin, parce que, tu vois, on imagine souvent une personne âgée... voilà. Mais c'était dû à la déflagration, alors qu'elle n'avait rien, aucun signe physique sur le corps, il n'y avait rien. Et c'est quoi? C'est un bruit fort tout d'un coup qui arrive? Oui, c'était à Nanterre, on avait entendu ça. Moi-même, j'habite vers le sud du département et tout le monde avait entendu ça. C'était une énorme déflagration. Ouais. Ok, ouais. C'est comme une cocotte minute qui explose, sauf que là, c'est une centrale de chauffage urbain qui explose. Tu nous avais parlé aussi de l'évasion spectaculaire dans Tonio Ferrara. C'est une évasion un peu folle. En gros, c'est quelqu'un qui s'enfuit en pleine nuit. À la prison de Fresnes, j'étais de permanence de nuit avec mes collègues. On était 3 en fait dans des permanences de nuit comme ça. On a des permanences H24. C'est quoi en gros? Ça consiste en quoi? Ça a changé maintenant parce qu'il y a des brigades de nuit qui ne font que la nuit. À l'époque, on faisait 12 heures de permanence. La journée, par exemple, on commençait à 8h du matin jusqu'à 20h le soir et ceux qui enchaînaient la nuit faisaient de 20h du soir jusqu'à 8h le lendemain matin. Okay, ouais. Et donc, tu avais un planning et tu étais occupé comme ça dans le planning. Et c'est des moments où on peut vous appeler à n'importe quel moment pour aller bien sur sûr. Donc là, tu es au service, tu es de permanence et puis souvent, régulièrement, tu passes d'une affaire à l'autre. Et le terrain de jeu, si j'ose dire, était sur Paris, le 92, 93 et 94, les 4 départements. Donc forcément, dans les nuits, il se passe toujours quelque chose. Ah, donc tu peux faire plusieurs affaires parfois la même nuit? Oui, bien sûr, évidemment. C'est quoi la plupart du temps, les trucs qui t'appellent? Alors, vol à main armée, des affaires criminelles, des crimes de sang. Mais quand on parle d'affaires criminelles, ce n'est pas exclusivement des crimes de sang. Si tu attaques une station-service à main armée, c'est un crime. Ouais. Fabriquer de la fausse monnaie, c'est un crime. Empêcher des trains de rouler, c'est un crime. En fait, il y a tout un tas de crimes. Ouais, Un viol, c'est un crime et on ne tue pas forcément les gens quand on vit. Et pourtant, c'est un crime. Et bien sûr, il y a le crime de sang, comme tout le monde, comme chacun l'entend, quand des personnes sont tuées. C'est fou, ça veut dire qu'en une soirée, en fait, il se passe plusieurs trucs quand même. Bien sûr, sur 4 départements sur Paris et la région parisienne, il se passe toujours quelque chose. Il y a presque, avec toute l'agglomération entière, il y a presque une concentration de 10 millions de personnes quand même. Oui. Donc oui, c'est à peu près 2, 4, 6, entre 8 et 10 millions sur ces 4 départements quand même. C'est quoi en général le truc le plus fréquent comme ça qui vous appelle avant qu'on revienne sur l'évasion là, j'ai même pas dit par an. Alors mais ça a évolué quoi. Moi quand j'ai commencé au 36, c'était dans les années 2000, entre 2000 et 2008, 2009, c'était des affaires classiques de crimes comme un peu à l'ancienne quoi. Des crimes de sentiments, de jalousie, d'argent, tu vois, entre collègues, des histoires de gens qui étaient alcoolisés, des bagarres qui tournaient mal, bon, ce genre de trucs. Après, il y a eu des crimes qui ont changé, qui ont évolué. On a eu toute une série de périodes d'attaques de distributeurs de billets à l'explosif. Okay, ouais. Donc ça, on en avait tous les matins quand on arrivait. Il y avait en fin de nuit ou au début du matin, une fois que les transporteurs de fonds avaient mis les billets dans les distributeurs,
tac, ils étaient attaqués à la voiture bélier ou à l'explosif. Mais ça se passe comment ça? C'est une voiture qui fonce sur un distributeur pour récupérer qui l'argent? fonce pour essayer d'exploser le truc, ou alors ils mettaient des charges explosives pour pouvoir ouvrir les portes et pour pouvoir pénétrer. C'est pas dangereux, ça? Il n'y a pas des gens qui peuvent exploser avec Alors donc les horaires auxquels ça se passait, c'était plutôt où il n'y avait personne dans la rue, quoi. Mais voilà, non, oui. Et après, on a eu toute une série de règlements de compte dans les cités. Ok. Justement, et l'apparition de ces armes de Kalachnikov, de ces armes d'épaule, etc., tu vois, quoi. Où là, ils ont commencé à se fumer un peu entre eux, quoi. Donc voilà. Il y a eu une période des attaques de fourgons blindés qui sont très rares maintenant, qui n'existent quasiment plus. Pourquoi il y en a quasiment plus aujourd'hui? Et dont Antonio Ferrara faisait partie régulièrement, quoi. Ok. Parce que c'était lui un des artificiers de ces groupes-là, parce que c'était un spécialiste pour poser des charges explosives. Il savait exactement où poser ça sur les portes pour pouvoir ouvrir un fourgon sans faire tout brûler, par exemple. Et le but de ces attaques-là, c'était de récupérer ensuite de l'argent. Un fourgon blindé, tu penses bien que c'était chargé de sacs de billets entiers, quoi. Et donc le but du jeu, quand ils arrivaient à ouvrir une tirelire, comme on appelait ça, quoi, c'était de... Voilà. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'attaques comme ça? Parce qu'il y a juste plus de fonds comme ça qui se transitent. De moins en moins de fonds. Tu vois bien maintenant au distributeur, on voit que les personnes âgées quasiment qui vont chercher des sous au distributeur. Tout le monde paye ses courses avec son téléphone, même pour acheter une baguette et on n'a plus besoin de monnaie. Moi j'y fais jamais non plus au distributeur. Voilà, donc ces générations c'est terminé, quoi. Donc, donc il y a de moins en moins de cash qui est en circulation. Et donc la criminalité évolue. Bien sûr, maintenant, il y a toutes les affaires, une criminalité autre qui s'est développée, la cybercriminalité, maintenant. Donc, voilà, avec des demandes de rançon aussi, des prises d'otages et puis des enlèvements. Des gens qui travaillent dans les bitcoins, par exemple, tu sais, qui se font enlever. Donc, ça évolue, hein, donc tout évolue. Dans la criminalité, et les techniques de police doivent aussi s'adapter pour évoluer. La police scientifique, elle est parfois activée sur les trucs de cybercrime ou pas du tout? Ou c'est pas un domaine... Si, c'est un domaine qui intéresse la police technique et scientifique, mais c'est quand même des gens ultra spécialisés qui s'occupent de ça. Parce que maintenant, il faut être ingénieur en informatique pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir suivre, se connecter, se déplacer dans ce métavers, j'allais dire, donc voilà. Donc en fait, c'est des gens qui sont ultra spécialisés. La police technique et scientifique, à notre niveau, moi quand j'y étais encore, maintenant je suis en retraite et tout, évidemment, mais je sais pas je sais ce qui se passe et comment ça se développe encore, mais on avait une section qui s'appelait les traces technologiques et qui s'occupait plus spécifiquement de la téléphonie, du son, de la vidéo et un petit peu de l'informatique. Mais il y a des sections maintenant ultra spécialisées en informatique. C'est-à-dire que quand on saisit sur les lieux d'une scène de cambriolage ou de crime des objets comme ça informatiques liés à toute la technologie informatique, donc ce sont des cellules spécialisées qui s'en occupent parce que ouvrir un ordinateur ou un téléphone, ça ne se fait pas comme ça. Tu peux détruire énormément d'informations, donc il faut des logiciels adaptés pour traiter ça. Pour en revenir du coup à cette fameuse évasion de Antonio Ferrara, comment ça se passe? C'est quoi déjà juste l'histoire? Il est en prison. C'est qui lui en fait? Antonio Ferrara, c'est un voyou et du grand banditisme, qui fait partie du grand banditisme et qui fait partie comme ça d'affaires, d'équipes qui attaquent les fourgons blindés ou d'autres secteurs de jeu. Et il est emprisonné, il s'est déjà évadé une fois. Et là, il est emprisonné, il se trouve à la prison de Fresnes, donc sur le 94, sur notre territoire, sur nos circonscriptions. Et une nuit à 4h du matin, il a des copains qui vont venir le délivrer de la prison de Fresnes, de sa cellule où il se trouve à l'isolement. Donc il faut venir chercher quelqu'un qui se trouve à l'isolement dans une prison, donc savoir exactement le secteur où ça se trouve. C'est quoi l'isolement en fait? L'isolement, c'est parce qu'il avait refusé de se plier à des règles de contrôle, de fouille, etc. Mais c'est quoi l'isolement? L'isolement, c'est une spéciale, punition. C'est comme une cellule. Quand on punit les gens parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas suivre le règlement interne de la prison, pour les punir, on les met à l'isolement, c'est-à-dire qu'ils ne participent plus à tout un tas de tâches ou d'activités du reste de la prison.
Donc il est dans cette pièce. Et donc il est dans cette pièce isolée, tout ça. Et les autres, vers 4h ou 5h du matin, là, viennent le chercher avec des lance-roquettes et tout, et ils arrosent les miradors où il y a les gardiens là-haut, et ils font exploser une partie du portail de la prison avec des charges explosives, parce qu'ils savent qu'il est dans cette cour-là, et ils savent qu'il est en rez-de-chaussée. Ils vont rentrer là, ils vont lui donner une charge explosive aussi par sa petite fenêtre, et lui il va poser sa charge explosive sur sa petite fenêtre, il va se mettre derrière son matelas dans un coin de la cellule, il fait péter et il s'en va, il s'évade avec eux. Putain. Et il arrive à s'évader à ce moment-là ? Bien sûr. C'est dingue. Et donc là, tout autour de la prison, on retrouve évidemment des trous, des explosifs, le mirador arrosé, des centaines de douilles, parce qu'en partant, ça arrosait de partout, et des traces de sang aussi. On va faire plusieurs prélèvements de taches de sang. Il y a des gens qui ont été touchés du coup par... Oui, voilà. Et aussi, il y en a qui ont été blessés. Et donc, en fouillant dans sa cellule avec les services enquêteurs considérés, là, donc on va retrouver des éléments et puis et après il sera interpellé quelques mois plus tard dans Paris aussi sans aucune effusion de sang à cette occasion. Il n'a pas essayé de fuir plus loin que Paris ? Comment c'est ? Ben, tu sais, c'est très compliqué. Hein. La cavale, ce qu'on appelle la cavale, c'est très compliqué. Ça coûte très cher. Et puis les gens, en fonction de qui tu es, ne sont pas, même si tu as des copains voyous, ils sont pas tous enclins à bien vouloir t'accueillir chez eux, te protéger et tout, tu vois quoi. Ouais. Ça c'est. Mais du coup, il s'évade. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il est juste, il erre comme ça dans... Il s'évade et puis après, oui, alors il se planque. Il est quand même hébergé, il trouve des hébergements et tout. Il doit avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir financer tout ça, hein, parce que quand même, il y a, tu sais, c'est que tu sois voyou ou quelqu'un de normal ici, il faut vivre tous les jours, hein, quand même. Donc voilà. Et voilà, quoi, il sera repris par la suite. Donc nous, au niveau de l'enquête, après, on n'a pas été impliqués, puisque sur son interpellation, sur l'enquête qui a eu lieu par la suite et tout, on n'a pas été impliqués. Mais sur cette nuit-là, il a fallu qu'on procède à tous les prélèvements, les photographies, le plan des lieux. Et donc, ça nous a pris toute la matinée et la journée. On a fait venir d'autres équipes pour nous donner des coups de main, parce qu'il y avait plusieurs zones importantes à faire en même temps. Et non, ça a été une très belle affaire aussi, quoi. C'est quoi ce que vous prenez en photo, ce que vous financez ? On prend en photo du général au particulier, c'est-à-dire qu'on prend l'environnement global depuis où ça s'est passé, tu vois, on a toutes les zones, et puis après on va sectoriser, et puis on va se rapprocher des choses importantes pour pouvoir donner sur un album photographique le cheminement des lieux, comment ça s'est passé, par où ils sont passés, ce qu'ils ont fait exploser, ce qui a été dégradé, par où ils se sont enfuis, les voitures qu'ils avaient incendiées, etc. Tous les prélèvements qui sont faits. Parce que, donc, on fait donc ces films, des photographies et ces albums photos qui seront remis par la suite aux gens qui ne sont pas venus sur place et qui vont devoir travailler sur ces affaires-là. Les magistrats qui vont être saisis par la suite, les juges d'instruction, même les avocats, que ce soit des avocats des parties civiles, des familles, des victimes, ou alors même les avocats des mises en cause quand ils vont être interpellés par la suite. Et c'est aussi ces films et ces albums photos qui seront présentés quand les gens vont être jugés, tu vois, s'ils sont jugés par un jury de gens, un jury est composé de jurés. Ce sont des gens normalement qui sont inscrits sur des listes électorales majeures, français, et qui peuvent participer à un jury d'assises pour, en leur âme et conscience, dire si oui ou non telle personne est coupable de ce qu'on l'accuse. Et vous retrouvez, par exemple avec les photos, vous arrivez à déterminer le passage qu'ils ont fait, c'est quoi du coup ce qu'ils ont... Oui, alors bon, là c'était relativement simple, il y a un chemin qui arrive jusqu'aux portes vers l'arrière de la prison où entrent tous les camions de livraison, etc., tu vois, toute l'intendance. Ils font péter la porte ou comment ils ont pété la porte, ils ont mis une charge explosive et ça a fait un trou dans la porte métallique, hein, dans le portail métallique, puis voilà. Donc là, c'était assez simple. Et puis après, il suffisait de suivre les gouttes de sang qui étaient tous les 50 cm là pour voir le chemin de fuite. Comment vous les retrouvez, les gouttes de sang? C'est avec des lampes de poche spéciales? On les voit. Bon, une fois que le jour s'est levé, quoi, hein, parce que c'est pareil, dans la nuit, les gouttes de sang, tu ne les vois pas. Sauf si tu l'éclaires, évidemment. Mais le jour s'est levé, c'était vers le printemps, hein, il me semble, et donc c'est levé assez rapidement.
Et donc là, on a pu faire des prélèvements et puis après, ça a été exploité dans les laboratoires. Ils ont été arrêtés finalement, tu sais Ouais, ou pas après, ils ont été récupérés, toute l'équipe a été récupérée. Ouais. Vous avez pu identifier, enfin ils ont pu identifier finalement c'était qui les... Rien à voir, mais t'as déjà eu affaire à des cas de mort, je sais pas moi, absurdes ou un peu étonnantes Alors moi je l'ai pas vu, mais j'ai un collègue qui m'a raconté ça une fois. C'est l'histoire d'un gars qui avait fait 2 ou 3 tentatives de parce que ça n'allait pas, il n'était pas en forme, il déprimait, il était seul, etc. Il n'avait pas réussi. À chaque fois il s'en était sorti, fort heureusement pour lui. Et il retrouve un amour, une conjointe avec qui tout va bien, il est heureux comme tout, et un soir il va s'étouffer en mangeant un bout de pizza. Il décède bêtement alors qu'il est en train de manger et que tout va à nouveau bien dans sa vie, quoi. Alors qu'il avait tenté au préalable pourtant. Putain, Ça c'est marquant. Et quand donc notre collègue nous a raconté ça, effectivement c'était... C'est fou, quoi. Il y a une autre affaire dont tu nous as parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais c'est le vol de 5 œuvres dans un musée d'art moderne en 2010. Je sais pas si... C'était au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et là, j'étais de permanence pour la journée, donc de 8h à 20h du soir. Et on est appelé pour un cambriolage qui a eu lieu durant la nuit au musée d'art moderne de la ville de Paris. En fait, c'est un gars qui est entré tout simplement par les baies vitrées qui donnent sur les quais de Seine, parce que les parcs closes qui tiennent les baies vitrées collées contre l'encadrement, les vis sont à l'extérieur. Il a vu ça un jour. En fait, ce gars-là est un escaladeur professionnel, un homme araignée. Il y a d'ailleurs un très beau reportage sur Netflix sur cette affaire-là, quoi. Et donc, c'est l'homme araignée de Paris, on l'appelle, et il monte chez les gens pendant qu'ils dorment, qu'ils soient là ou pas là, ça ne le dérange pas. Il ouvre les fenêtres, ou quand les fenêtres sont ouvertes pendant l'été, il rentre et il vole les bijoux, etc. Il s'en va. Il fait rien de mal, en fait, physiquement, quoi. Il les agresse pas ou quoi que ce soit. Très bien. Et un de ses resellers lui demande un jour... un reseller, c'est quoi? C'est un gars en fait qui revend, qui rachète tout ce qu'il a volé pour le revendre, etc. Voilà. Et donc lui, il va chercher les trucs et il revend à quelqu'un qui lui revend au particulier. Ou en fonction des pièces, si elles ont une grosse valeur et tout, qui les exporte, qui les envoie dans d'autres pays, etc. Et un de ses resellers lui demande de passer un peu à un niveau supérieur, quoi, de lui ramener des choses, de l'art. Il doit voir de l'art quand il vole dans les appartements, il peut pas. Alors lui, il connaît pas grand-chose, c'est pas son truc à la base. Et puis un jour, en passant devant le musée d'art moderne, une nuit, il voit que tout est éclairé, tu sais, sur les grandes baies vitrées, tu vois tous les tableaux de l'extérieur. Il s'approche et il voit que les parcs closes, il n'y a qu'à dévisser des boulons pour enlever les... Et donc il va venir plusieurs nuits de suite voir, faire semblant de manger des sandwichs assis contre les baies vitrées, regarder les patrouilles des gardiens de nuit, comment ils passent. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas de caméra dans les salles, en fait. Putain, il prémédite tout. Tout propre. Hein. Et donc, il va acheter son petit matériel, la dévisseuse, les ventouses là, pour attraper les trucs et tout. Il protège son chantier et il ouvre ça et il rentre. Dans la même nuit, il arrive à dévisser tous les trucs. Et, je pense qu'il avait fait pendant 2 ou 3 nuits d'avant, il avait commencé à dévisser des trucs que personne n'avait rien vu. Et donc après, il va faire son marché et il sort 5 œuvres majeures, Picasso, Matisse, je crois, en fait, voilà quoi. C'est pas comme dans les films, genre quand il prend les œuvres, il n'y a pas une alarme qui se lance? Non, rien du tout. Rien du tout. Il est parti, il les a enroulés, il a dévissé. Et il a sorti les cadres, parce que les cadres, on les a retrouvés à l'extérieur. Et moi, donc le matin, quand on y va, on fait toutes les recherches sur les cadres. Et puis surtout, on les emballe bien pour les envoyer au labo. Mais il n'a rien laissé, on n'a rien retrouvé. Oui, j'avais demandé, vous voyez quoi quand vous arrivez là? Il y a juste les cadres vides? La portière, les grands cadres vides. La vitre. La vitre est déposée. Il n'a pas remis, j'imagine quand même, faut pas. Non. Okay. Et il est parti, il avait garé sa voiture juste en bas, là, sur les quais, et puis il s'est barré. Putain, donc, est-ce qu'il a laissé des empreintes ou des trucs ou... Non, pas d'empreintes et de l'ADN, je crois pas non plus. Et c'est en fait une longue enquête derrière de la brigade de répression du banditisme qui a permis de remonter jusqu'au receleur.
Ok, putain, c'est fou. Et donc le mec, c'est-à-dire qu'il avait des gants, des trucs comme ça. Enfin, d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est quoi les techniques employées en général par les gens s'ils veulent camoufler des trucs comme ça, genre lui Alors oui, bon ben là oui, ouais, ben, lui déjà il avait l'habitude puisqu'il grimpait dans les appartements et tout, donc il était protégé quand même. Ouais. Il était protégé, et lui il se protégeait, mais des gens se protègent pas tout à fait régulièrement. Ah oui, quoi, en général les gens... Ouais, ben, ça dépend. Il y a le vol d'occasion, le larcin qui est fait parce que il n'avait pas prévu, mais il voit quelque chose, il va le voler, il peut laisser son ADN ou ses traces de doigts quelque part. Ouais. Mais les gens, enfin ceux qui préméditent leur affaire, se protègent de plus en plus, évidemment. Ah ouais. Ouais. Eh bien, ils mettent des gants. Alors des fois, on avait retrouvé tout un tas de... C'était marrant. Il y en a qui prenaient des gants, tu sais, qu'on trouvait dans les stations-service aussi, là. Tu sais, des gants transparents. Ok. Ouais. Alors, il y a plein de petits picots, là. Il y a plein de petits trous comme ça. Alors donc, quand on retrouvait ça, on voyait tout un tas de picots sur les gants qui étaient laissés sur les traces des objets qui avaient été manipulés. Ouais, mais malheureusement, ça aide pas à retrouver Non, ça aide pas à retrouver ça aide pas à retrouver les empreintes digitales des personnes. C'est déjà arrivé qu'il y a un mec qui il se protège comme il faut, sauf qu'il met rien par exemple sur la tête ou tu trouves un cheveu ou des comme ça. Ah bah oui, c'est possible. Ouais, ça c'est possible. Un cheveu qui tombe et hop, il a beau se protéger les doigts, si on retrouve de l'ADN dans un bulbe de cheveux ou alors sur un postillon qui traîne par là en faisant ce qu'on appelle les traces de contact comme ça, mais ouais. Ça peut être courant que les gens se protègent, mais ils oublient de protéger, je sais pas moi, la tête, alors, le visage. Ça arrive, ça arrive, parce que penser à tout maintenant, quand on veut commettre une infraction, que ce soit un délit ou un crime, en fait, c'est pas comme dans un scénario, où là, les scénaristes vont te monter tout un tas de trucs vachement compliqués et tout. Quand penser à tout, et il faut savoir aussi que faire des choses comme ça, les gens qui le font, ils ne sont pas ultra zen non plus, quoi. Ouais. Tu sais, t'as quand même un stress. Forcément, il y a toujours la peur aussi de se faire attraper, de se faire choper, et donc ils peuvent commettre forcément des erreurs. Le crime parfait est compliqué à mettre en œuvre quand même. C'était déjà arrivé d'arriver sur des affaires où là, pour toi, c'était le crime parfait, il n'y avait rien à en tirer Alors oui, ce qu'on appelle le crime parfait, de toute façon, c'est tous ceux qui ont été effectués et qui ne sont toujours pas résolus. Ouais. Pour l'instant, c'est des crimes parfaits. Mais on voit bien qu'avec les avancées de la technologie, en police technique et scientifique, et puis avec l'opiniâtreté des enquêteurs qui, quand ils sont sur une affaire, ne lâchent rien pendant des mois et des années, en fait, on voit que souvent, on arrive à remonter des affaires plusieurs années après aussi, quand même. Maintenant, avec surtout moi qui suis entré dans cette police scientifique il y a 30 ans, et j'ai vu donc toutes les avancées technologiques, ça va très vite, il faut être en permanence à l'écoute, se tenir informé des nouvelles avancées, des nouvelles technologies, de cette informatique, des nouveaux logiciels, de toutes les nouvelles techniques qui arrivent. Il y a des affaires comme ça que tu as résolues 10 ans plus tard, je sais pas, parce que d'un coup... Eh ben, c'est grâce aux fichiers, c'est-à-dire que quand on retrouve des traces papillaires ou des traces d'ADN sur les lieux qu'on n'arrive pas à identifier immédiatement comme appartenant à tel ou tel auteur, on les rentre dans les fichiers, elles sont gardées, le temps de la prescription de l'affaire, mais elles sont gardées, et si cet individu se fait attraper dans une autre affaire, même bénigne, plus tard, ces traces, quand on va le signaliser, qu'on va prendre ses empreintes et son ADN, sa photographie, et qu'on va rentrer ça au fichier, eh bien le fichier va nous dire oui, mais là, on connaît ces empreintes, elles appartiennent à un tel. Il y a une autre scène qui est assez étrange dont tu nous as parlé, celle d'un jeune homme schizophrène qui aurait tué sa grand-mère. Ouais. Là c'était très, très difficile parce que quand on est arrivé sur les lieux, je me souviens, il y avait les parents, le père et la mère de ce jeune homme qui nous attendent dans la rue. Et ils nous disent, voilà, notre fils est complètement malade, on va l'interner, normalement il devait l'interner le lundi qui suivait, quelques jours après. Et là, il vient de tuer sa copine, on est monté dans son appartement et on pense qu'il a tué sa copine. En fait... Quand vous voyez les parents comme ça, ils sont comment juste avant ? Eh ben, ils sont affolés, bien sûr. Ils sont affolés. Ils se disent notre fils vient de tuer sa copine et tout. Et donc, alors on monte,
Il est encore en haut, lui, ou il... Non, il est parti. On monte, qu'est-ce qu'on découvre dans son studio? On découvre le corps d'une femme avec une robe qui est décapitée, une grande flaque de sang au milieu de la cuisine. La tête est mise dans un sac poubelle et elle est déposée comme ça entre les pieds, au bas du corps, quoi. Et en voyant les mains de cette personne, on trouve que quand même c'est des mains d'une personne relativement âgée, quoi. Et ça ne peut pas être la copine d'un gamin, il avait, je sais pas, peut-être 25 ans. On redescend et on leur dit, vous êtes sûr, c'est sa copine, comment vous savez ça? Ah ben parce que ça peut être que sa copine, vous pensez bien. Et quand on est en train de parler, il était descendu, il avait pris la petite voiture de la grand-mère et il était en train de faire le tour du quartier. Et il passe devant nous. Et c'est là qu'ils le voient passer. Ils disent « Ah, mais c'est lui là. Mais il est dans la voiture de sa grand-mère. » Et là, ils se regardent et ils comprennent que c'est plus la copine, mais c'est la grand-mère qui est là-haut, quoi. Et donc après, il a été interpellé, il a été pris en chasse par nos collègues. Ouais, directement quand il passe. Ah oui, évidemment. Il a été pris en chasse, ils l'ont interpellé. Et il conduisait la voiture de sa grand-mère. C'était la grand-mère qui l'avait attiré chez lui et qui l'avait tué, quoi, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on a le déroulé de... Est-ce qu'il était malade, le gars? C'est ça, c'était la schizophrénie, je crois, tu vois. Il était complètement malade et il ne pouvait pas contrôler ce qu'il était en train de faire. Et alors pourquoi, après, j'ai pas su le mobile particulier tout, mais... La grand-mère, tu sais, elle est morte sur le coup ou tu penses qu'elle a... Oui, il avait. Alors après, il avait fait tout un système pour la faire tomber. Il avait tendu des fils dans le couloir. En fait, il n'aurait même pas eu besoin de ça. Elle avait, je sais pas quel âge, elle était assez âgée quand même. Ah, il voulait un peu la piéger. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'était un truc sans intérêt particulier. Il avait mis tout un stratagème en place sans intérêt particulier, tu vois. Et après, il avait... Toi, tu fais comment humainement quand tu vois comme ça les parents arriver vers toi? Est-ce que vous restez calme, pro, vous les parlez ou il y a une... Oui, bien sûr, tu es obligé de les parler et puis de leur parler. Et puis après, quand ils ont eu compris, ils ont été pris en charge directement il y a une ambulance qui s'est présentée et donc ils ont été pris en charge psychologiquement, tu vois. Et après emmenés au service enquêteur chargé de faire cette enquête-là, quoi, pour être entendus et tout. À partir de ce stade-là, nous, les victimes ou les parents et tout, on les voit plus. On peut les voir sur les lieux d'une scène, mais la police technique et scientifique n'a pas vraiment d'enquête à faire avec eux. Ils sont pris en charge par des services spécialisés, ceux qui doivent établir toute la procédure. Ça arrive souvent qu'il y ait les familles justement des défunts oui, bien sûr. Quand il s'agit de... Ce sont les premiers intervenants qui découvrent les faits. Donc ils sont souvent là quand on arrive, ils sont souvent là et c'est eux qui nous expliquent comment ça s'est passé, quoi. C'est pas trop traumatisant de voir souvent des gens comme ça, tu vois, qui sont choqués, qui sont... Alors, les premières victimes, ce sont toujours les personnes qui sont mortes, décédées. Celles ensuite qui sont blessées ou qui ont été impliquées dans une affaire qu'on amène et qu'on évacue pour être soignées. Après, les familles, les proches qui, eux, sont traumatisés parce qu'ils ont vu ou parce qu'on leur explique. Mais c'est jamais les policiers qui sont les policiers, les premiers secours, les pompiers ne sont pas victimes, eux, de rien du tout, en fait, hein. Ils peuvent être atteints un peu psychologiquement au fur et à mesure des années par ce qu'ils voient ou ce qu'ils font, mais c'est pas eux les victimes, en fait, hein. Les victimes, ce sont les personnes mortes, hein, en priorité. En parlant de victimes, vous êtes une fois intervenu chez un vieux monsieur qui vous avait appelé parce qu'il était victime d'un vol, tout simplement. Ouais. Et il vous accueille. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est une affaire, pour moi, ça, on parlait d'affaires très marquantes tout à l'heure, mais ça, c'en est une. Et pourtant, là, il ne s'agit pas, pour moi, d'aller chez quelqu'un qui est mort, victime, blessé ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est une personne âgée qui a autour de 85 ans, un peu plus, qui est 85 ou 90 ans, qui est victime d'un vol à la fausse qualité. Le vol à la fausse qualité, c'est les faux employés des eaux, faux employés des gaz qui rentrent
chez les personnes âgées qui tapent à la porte et qui font croire que « Ah ben non, là il y a un problème dans l'immeuble, on vient contrôler la qualité de votre eau dans la cuisine, est-ce que vous pouvez me montrer ?» Il s'assure de bien laisser la porte de l'appartement ouverte, pendant que la victime, la personne qui est souvent seule chez elle, les accompagne, ils font semblant « Tenez bien le robinet que je regarde en dessous, dans le siphon, etc. » Et pendant qu'ils l'occupent, un complice ou deux complices rentrent dans l'appartement, ils regardent et ils volent tout ce qu'il y a à voler comme valeur, par exemple. Bon. Et ça, c'est ce qui s'était passé chez lui. Sauf que lui, on ne lui avait rien volé du tout. Les gens sont repartis. Quand il s'aperçoit quand même, sa famille, je ne sais pas si c'est sa famille ou ses voisins ou ses amis qui lui disent « Ah ben quand même, il faut faire la déclaration, il faut le dire à la police, s'ils reviennent, s'ils refont la même chose dans le voisinage et tout. » Bon. C'est un service de police judiciaire qui se déplace, qui fait l'enquête. Eux s'en vont et puis ils nous appellent. Et moi, c'est moi qui suis de permanence pour me déplacer sur ce genre d'affaires, des vols à fausse qualité. On a une petite section comme ça, quand tu n'es pas de permanence, tu fais des vols à fausse qualité, tac tac. Ok. Et c'est un vendredi soir. Je dois dire franchement, pour être honnête, qu'il faut se traverser tout Paris. On est au cœur de Paris, c'est un vendredi soir, des embouteillages et tout, pour un truc où rien n'a été volé, tu vois, rien n'a été volé, etc. C'est une affaire, assez simple. Donc je ne suis pas dans un état, je le fais jamais ça, mais dans un état, tu vois, je dis, j'ai pas trop envie d'y aller. Tu sais, il y a des fois où tu n'as pas envie d'aller sur des affaires. Ouais. Bon, de toute façon, je suis obligé, j'ai pas de choix. Je prends mes affaires et je me tape une heure d'embouteillage pour aller dans le 20e, tout ça, je vais. Et j'arrive dans cet immeuble, j'entre dans l'appartement du papy. C'est un petit appartement assez sale, pas bien entretenu, et effectivement, il n'y a aucune valeur. Rien ne peut avoir été volé là-dedans, quoi, tu vois. Et donc, d'accord, j'ai dit, bah ouais, voilà, très bien. Bon, tant pis, je suis là, je m'assois, et puis je commence à discuter avec lui. Je lui dis, il m'explique comment ça s'est passé, le mec, le robinet, tout ça. Je lui dis, mais vous êtes certain que rien ne vous a été volé? Non, mais moi je suis désolé, il est gentil comme tout, il est adorable en plus. Et tu vois, il est désolé que je me sois déplacé alors qu'il n'y a rien, etc. Et il me dit, mais non, il ne fallait pas venir, vous voyez bien, il n'y a rien, moi j'ai rien à voler. Je dis, vous êtes sûr, ils n'ont touché à rien. Vous êtes sûr, ils ne vous ont pas... Quelle est la chose à laquelle vous tenez le plus, par exemple? Et là, comme un beau diable, il me regarde, il se fige, il saute de sa chaise, il va dans sa chambre et il revient avec une petite boîte en bois sculptée, mais une boîte en bois sans aucune valeur non plus, quoi, tu vois. Et je regarde, je dis, ouais, tu vois, en moi-même, je me dis, c'est certain, ouais, il n'y a rien de rien, c'est sûr, c'est son truc, quoi, il n'y a rien de rien. Et là, il me voit, il voit que je comprends rien du tout, et il la pose devant moi, et il me dit, oui, parce qu'il faut que je vous explique quand même. Je dis, ouais, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais menuisier de formation. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai été arrêté parce qu'il était juif. Et il me soulève son bras comme ça, il me montre un tatouage, tu sais. Et il dit, j'ai été déporté à Auschwitz-Birkenau. Et là-bas, pour vivre et survivre avec mes copains, je fabriquais ces petites boîtes que je donnais aux surveillants contre une boule de pain. Je donnais une boîte, ils nous donnaient une boule de pain. Je refaisais une boîte, ils nous redonnaient une boule de pain. C'est comme ça qu'on a survécu. Et celle-là, c'est la dernière que j'ai fabriquée là-bas et que j'ai ramenée quand on a été libéré, quand je suis rentré ici. Alors là, tu vois, là, j'ai écouté, moi qui n'avais pas envie de venir ce soir-là, chez cette personne-là, tu vois, qui s'excusait parce que je m'étais déplacé et tout, quoi. Bien là, c'est moi qui ai pris la plus grande leçon de vie, en fait, parce qu'en fait, lui, j'avais en face de moi, peut-être la personne, une des dernières personnes qui avait connu des plus grandes scènes de crime de l'humanité, quoi, tu vois, dans un camp duquel il était sorti vivant, tu vois. Je suis rentré chez moi, j'étais complètement décomposé, alors là, je sais plus, les embouteillages ne m'intéressaient plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, et donc, voilà. Et là, il n'y avait pas d'histoire de mort, tu vois, quoi. Et pourtant, j'avais rencontré quelqu'un qui était, voilà, une personne extraordinaire, en fait.
Tu leur parlais un jour à CA ou non ou... Comment ? Non. Non. Après, on n'entre plus en contact avec les gens qu'on a croisés et tout, tu vois, quoi. Ça, on le fait pas. Ça fait partie aussi des protocoles de notre métier, surtout en identification des victimes de catastrophes, mais même quand même comme ça, c'est très rare de recroiser des gens ou c'est par hasard, quoi. Ouais. Mais ça, on ne le fait pas, on ne redevient pas copain avec des gens. Ouais. Pourtant, j'ai eu envie plusieurs fois de revenir le voir et de reparler, tu vois. Ça, c'est des mémoires, c'est des gens qui ont vraiment des choses à raconter, des trucs incroyables, tu vois. Et pour lui, ça s'arrêtait à cette petite boîte. Tous ses souvenirs étaient enfermés dans cette petite boîte qui ne valait rien. Et il m'expliquait en plus, donc je suis resté avec lui 100 fois plus de temps que normalement on faisait sur ce genre d'affaires. Et il m'expliquait avec ses copains qui avaient été libérés, qu'il avait connus là-bas aussi, il y en avait quelques-uns. Et ils se réunissaient encore toutes les semaines dans les petits squares, ou alors quand il y avait des intempéries, c'était le McDo du coin qui les accueillait, où ils allaient boire un café, ils passaient leur journée à se raconter leurs histoires et tout, quoi, tu vois. Incroyable. Tu parlais tout à l'heure un peu des catégories comme ça d'affaires sur lesquelles tu pouvais être activé. Par exemple, ça c'était une affaire de vol, j'ai oublié le terme. De vol à la fausse qualité. De vol à la fausse qualité. Voilà, il y a d'autres catégories comme ça, de type de trucs sur lesquels tu peux être activé. Oui, le code pénal est plein de qualifications différentes de crimes et de délits, quoi, en fait. Hein, c'est quoi un peu les trucs comme ça sur lesquels tu pouvais être appelé parfois Oui, alors nous, notre service, le service dans lequel je travaillais, du 36, il est plutôt activé sur les affaires criminelles en priorité, ou alors de très grosses affaires délictuelles, quand même, tu vois, des vols importants à partir d'une certaine valeur, quoi. Sinon, il y a dans les commissariats parisiens ou de l'approche banlieue, il y a des services de police technique et scientifique qui se déplacent sur ce qu'on appelle de la délinquance du quotidien, en fait, quoi, tu vois, des vols de véhicules, des vols dans un domicile sans recherche particulière à faire, tu vois, quoi. J'ai d'autres petites questions un petit peu annexes comme ça que les gens se posent, mais par exemple, quand tu rentres dans une pièce comme ça, que t'as un cadavre en décomposition, est-ce que tu sens quelque chose ou vous avez un système qui permet de pas sentir les odeurs, par exemple Non, on sent, oui, c'est une odeur, ce qu'on appelle une odeur méphitique, c'est-à-dire que l'état de décomposition des chairs produisent des molécules odorantes très particulières, très, très fortes, et qui se reconnaissent entre toutes. Et même après, tu peux garder en mémoire une mémoire olfactive de ces odeurs pendant plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain, presque, des fois. Sur des affaires où les corps sont fortement décomposés, moi je ressentais, alors que je prenais des douches évidemment, en rentrant chez moi, je me lavais, je mettais mes affaires au sale, etc. Mais j'avais l'impression que cette odeur était toujours en moi, quoi, tu vois. Donc c'est une mémoire olfactive que tu peux avoir. C'est quoi les différents trucs qui font que ça se décompose plus rapidement ? Tu as parlé de l'eau tout à l'heure. Alors, à partir du moment où une personne meurt, le système sanguin s'arrête. Et les premiers signes qu'il va y avoir de la décomposition, ce sont les bactéries qui font partie de notre microbiote. Notre corps est composé de cellules, 50 000 milliards de cellules, nous dit-on, mais à l'intérieur, on a un deuxième monde complètement à part qui est largement aussi nombreux que notre nombre de cellules, qui se trouve entre notre bouche jusqu'à notre extraction par l'anus, et de tout cet intérieur des intestins et des boyaux, c'est le microbiote, des bactéries, des milliards de bactéries là-dedans. Et c'est elles qui vont commencer à attaquer les cellules dès la mort, c'est elles qui vont commencer à nettoyer et à attaquer les cellules, en fait. Et il va y avoir la tache verte abdominale qui va se développer. Il va y avoir les lividités cadavériques, les rigidités cadavériques. Ça, c'est quoi ça, les lividités cadavériques, à partir du moment où quelqu'un est sur le dos, est mort et était sur le dos, le sang n'est plus activé dans les tuyaux, en fait, dans les veines, et les vaisseaux et les artères. Et donc, le sang va gagner des parties déclives qui sont les plus basses, en fait, tu vois. Et donc, il va y avoir des rougeurs qui vont se faire dans toutes les parties déclives, sauf les parties qui sont en pression avec le sol ou avec des matelas ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, le dos va devenir tout rouge. Le sang va gagner les parties déclives. Et les rigidités, c'est dans les premières heures de la mort,
on va y avoir des rigidités, ça va commencer par la nuque et ça va aller jusqu'aux pieds. Et pendant les 12, 16 heures, 20 heures, ça dépend des conditions et des lieux, le corps va être tout rigide et tout raide. Ok. Et après une vingtaine d'heures, la rigidité va se casser depuis les pieds en remontant, et donc après, le corps va redevenir mou. Donc, si on découvre en arrivant un corps tout raide, eh ben on sait qu'on est dans les premières heures lors de la rigidité cadavérique, donc on peut établir une tranche dans laquelle la personne est décédée, tu vois. On prend aussi la température de la personne pour savoir, tu vois, parce que quand on meurt, on est toujours à 37 degrés, et après on va perdre des degrés par heure en fonction du truc. Donc tout ça peut déterminer. C'est intéressant pour les enquêtes, c'est intéressant de déterminer ça, parce qu'en fait, c'est intéressant de savoir quand est-ce que la personne est à peu près morte, pour savoir si tout colle par rapport à l'environnement ou aux déclarations des gens qui ont quelque chose à donner autour, quoi. Il y a des trucs qui peuvent influencer ça, par exemple, si le gars est dans un environnement très chaud, très froid, tu vois, ou même des morts spéciales qui font que tu décomposes plus vite Oui, après. alors il y a tout un tas de choses auxquelles il faut être attentif, et surtout faire des prélèvements qui vont servir à faire des tests. Par exemple, une personne noyée dans un environnement, dans une rivière ou dans une piscine. Si elle est noyée, elle va avoir de l'eau dans les poumons. Lors de l'autopsie, le médecin légiste va retrouver de l'eau dans les poumons. Mais nous, quand on retrouve un corps dans une piscine, on fait un prélèvement de l'eau de la piscine à côté. Et dans chaque eau qui existe, stagnante, courante, salée, d'eau douce, des flaques d'eau, des caniveaux et tout ce que tu veux, à partir du moment où il y a un milieu humide comme ça, il y a des diatomées qui se développent. Les diatomées, ce sont des microalgues qui existent, il y en a des milliers de sortes qui existent, et de différentes tailles, de différentes formes géométriques. Et il faut bien qu'on s'assure que la personne noyée dans la piscine a les mêmes diatomées dans les poumons que dans l'eau qu'on a prélevée à côté. Parce que si c'est deux variétés différentes de diatomées, ça veut dire que peut-être que cette personne a bien été noyée, mais pas dans cette piscine-là. Ouais, ok. Et donc, tu vois, c'est important de savoir que finalement, dans tout ton petit chaos, que tout est normal, en fait. Ouais, tout à fait. Qu'il n'y a pas été quelqu'un qui a dissimulé un truc. Pareil pour les rigidités cadavériques, les lividités. Les lividités, ces taches rouges qu'on retrouve sur quelqu'un qui est mort sur le dos comme ça. Si on arrive et qu'on a un cadavre qui est sur le ventre alors qu'il a les lividités dans le dos, ça veut dire que quelqu'un est venu et l'a déplacé ou l'a retourné avant nous. C'est pour s'assurer en fait que personne est venu changer la scène ou a voulu modifier la version réelle finalement des faits, quoi. Donc l'observation, tout au début, l'observation des lieux, des faits, des corps, etc. est très importante avant de commencer à agir, comprendre, voir ce qui se passe et s'assurer que tout est normal. Est-ce qu'on voit souvent dans les films que les gens ils enterrent des cadavres, je sais pas moi, sous terre, je sais pas moi, dans des forêts, des choses comme ça. Est-ce que dans la vraie vie c'est quelque chose qui est possible, ou il y a une odeur en fait trop forte qui va se dégager et en fait ça va être cramé tout de suite? Alors non. Ah ben, si c'est dans un bois, on peut enterrer quelqu'un et personne ne va le découvrir avant de retrouver un ossement et tout, parce qu'un chien d'un passant va venir découvrir le truc. Ouais. Il n'y a que les chiens et dans le monde animal, en fait, qui ont les capacités de découvrir des cadavres. Aucun. Dans le monde policier, il y a des chiens qui sont entraînés, il y a une douzaine de métiers différents pour les chiens. Il y a les chiens qui cherchent les armes, les chiens qui cherchent les stupes, les chiens qui cherchent les munitions, les chiens qui cherchent les explosifs, les personnes vivantes, les personnes mortes. Et ils sont entraînés spécifiquement, chacun dans leur domaine. Et ils ne savent pas faire d'autres techniques. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font pour être entraînés? Je sais pas, tu donnes à un chien pour aller trouver des stupes ou même des cadavres. Enfin, comment Depuis tout petit, on leur donne, quand les bébés chiens sont sevrés et sont donnés au maître chien, les périodes de formation peuvent être très longues, ça peut être 2 ans, 3 ans. Et donc le maître chien entraîne son chien tous les jours avec un jouet, avec un doudou. Okay. Et donc, à l'intérieur de ce doudou-là, on va mettre de la drogue, on va lui cacher, on va s'amuser avec lui, et lui, il va rechercher son doudou, et il va sentir cette substance-là qu'il reconnaîtra parfaitement parmi n'importe laquelle, puisqu'il est entraîné à chercher son doudou aussi. C'est dingue. Et c'est bête, mais un humain, du coup, n'est pas capable de reconnaître ça, mais un chien peut... Parce que on a
sur nos muqueuses des sinus à peu près 5 ou 6 cm² de capteurs olfactifs. Un chien, c'est 125 cm². Ok, ouais. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie, quoi, tu vois. Ok. Les chiens font partie du monde animal les plus capés, j'allais dire, pour pouvoir. Mais il y a dans le monde animal, les ours aussi peuvent sentir les ours blancs sur la banquise peuvent sentir leur proie à des kilomètres. Les éléphants savent le faire. Les papillons aussi. Les insectes, c'est pareil. Les insectes qui viennent pondre sur des cadavres, ils sont attirés à cause des molécules odorantes qui se dégagent des cadavres, tu vois. Et il y a des insectes qui viennent pondre sur les cadavres en fonction de l'état de décomposition du corps aussi, quoi. Tu vois. Parfois dans les séries, je crois que dans Breaking Bad d'ailleurs ils font ça une fois, mais ils prennent une sorte d'acide sulfurique, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais. et ils le mettent comme ça dans une baignoire pour dissoudre un corps. Ah bah oui. Ça existe vraiment ça. Et il y avait eu comment ça s'appelait, dans Léon aussi, je pense. Ouais. Ça c'est vraiment possible dans la vraie vie ou ça n'a aucun sens, il reste toujours des trucs quand même. Il y avait eu un cas comme ça, mais ça n'avait pas été jusqu'au bout forcément, d'un jeune, alors ça c'était terrible, un jeune qui était resté chez lui, il était mineur, hein, il était seul chez lui, ses parents l'avaient laissé tout un week-end dans l'appartement, et il avait attiré sa copine qu'il avait tuée dans sa baignoire aussi, quoi. Et il avait demandé à une autre de venir et de lui amener ce genre de produit pour dissoudre, parce que lui aussi se projetait comme dans ses films et dans ses séries là, quoi, et tout, quoi. Et c'est incroyable, donc forcément ça n'a pas eu lieu. Mais c'est ce qu'il voulait faire, quoi. Et il a pas réussi, enfin comment qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'a pas réussi. Après, ses parents sont rentrés, tout le monde a découvert cette catastrophe. Le corps était toujours là, ils n'ont pas pu l'emmener nulle part ailleurs et tout. Tu sais, c'était des mineurs, ils se sont laissés complètement dépasser par ce qui s'était passé. Et en plus, je crois qu'il avait eu même le samedi une leçon de piano chez lui avec le prof de piano, alors qu'il avait déjà le corps dans la salle. Le corps était un corps, ça ouais. Putain. Et ça sent pas, ça, quand c'est comme ça? Enfin, non, pas dans les premières heures, comme ça, pendant les premières heures. Ça met combien de temps à peu près. Ouais, il faut quand même quelques jours pour qu'un corps puisse se décomposer et pouvoir exhaler certaines odeurs des molécules odorantes fortes. Ça n'a rien à voir, mais tu te souviens de, je sais pas, la première affaire ou le premier cadavre que tu avais rencontré dans ton... Le premier cadavre, j'étais à l'école de police à Clermont-Ferrand. Ok. Et le premier cadavre, c'était je me rappelle... T'as quel âge quand tu 21 ans. Ok. Donc oui, j'avais fait l'armée, parce qu'à l'époque on faisait l'armée, tu vois, donc j'avais passé un bac, j'avais fait une année en fac de droit, ça n'avait pas marché, j'étais parti faire l'armée, comme j'avais passé mes concours dans la police, j'étais pris, donc voilà, il fallait faire cette armée pour être débarrassé. Et quand je vais à l'école de police de Clermont-Ferrand, j'étais à Clermont-Ferrand, et on faisait partie, on avait des stages en commissariat, des stages de la ville. Et donc on était avec une équipe de police secours, et c'était un soir, on est appelé sur un accident mortel de la circulation. C'était un maraîcher de la ville là-bas qui s'était tué au volant de sa Porsche, d'une Porsche. Et le corps avait été expulsé, il était passé par le petit triangle, tu vois, il y a une petite triangle de l'autre côté. Les Porsche, il n'y a que 2 portes, et puis derrière, il y a un petit triangle sur les passagers arrière, là. Et en fait, il avait été... Mais donc comment il a été propulsé en arrière? Et non, parce qu'il passait, il passait les feux rouges de plus en plus vite sur le périphérique de la ville, là, tu vois, quoi. Et il a perdu le contrôle, peut-être qu'il y avait une autre voiture qui était passée, tu vois, il a perdu le contrôle et la Porsche s'est quasiment envolée comme ça et elle a tapé contre un poteau, en fait, contre un obstacle. Et comme je pense qu'il n'était pas bien attaché, en fait, et il a été projeté en arrière, la tête a tapé contre le petit hublot derrière et ça l'a décaloté, en fait, quoi. Et donc, tout le cerveau s'est retrouvé partout autour de nous. Et donc, on était là avec un de mes collègues de Marseille. Ça veut dire quoi, décaloté, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de... Que le sommet du crâne est parti, quoi, en fait. Ouais. Et donc, le corps était toujours dans la voiture, accidenté. Mais autour de nous, on a retrouvé des morceaux de... Et t'as quel âge quand tu fais ça? T'as 25 ans? 21 ans. Ok, ouais. Et donc là, on était là en observateur, on n'a rien fait, avec un autre Marseillais qui s'appelait Gilles aussi, je me rappelle, on était 2 Gilles, et on était là. Et à un moment, on voit les pompiers qui étaient là avec leurs habits et puis des sacs poubelles, et on était nous sur le trottoir, pourtant on était loin, et ils nous disent
reculez-vous messieurs s'il vous plaît. Alors on recule parce que juste devant nous, ils venaient ramasser des parties de corps en fait, quoi. Et t'es choqué à ce moment-là quand tu vois Bah ça là, c'est-à-dire que là, ça fait partie des premiers. On n'a pas à faire, on fait rien dans cette affaire-là, mais tu es juste un observateur en fait, tu vois. Et ben c'est là où tu commences à emmagasiner entre guillemets, mais à mettre dans des petits tiroirs de ta mémoire toutes ces expériences qui vont faire que et un et l'autre, etc. En fait, c'est les psychologues dans le service qui nous disent qu'une mort n'efface jamais l'autre, mais elle s'additionne, quoi, tu vois. Et donc, jusqu'où est-ce que tu peux remplir ta mémoire valise? On n'en sait rien. D'autres vont passer toute une carrière, moi c'était mon cas, sans aucun trouble particulier, sans aucun. Mais d'autres, à un moment, eh bien, il va y avoir la mort de trop qui va faire déborder la valise. Et à ce moment-là, eh bien, il faut qu'ils changent de service, il faut qu'ils ne soient plus dans des services en contact avec la mort ou qu'ils fassent autre chose, quoi, tu vois. Parce que sinon, ça se passe pas bien. T'as déjà, t'es un peu personnel, mais t'as déjà pleuré suite à une affaire ou pas? Ou t'as toujours réussi vraiment à différencier vraiment les deux? Non, pleurer, non. Été révolté, oui. En colère, oui. Par rapport aux attentats, bien sûr, quoi. Donc, où là, on voit que ça dépasse l'entendement, quoi, que ça impacte tout le monde. En fait, le monde entier est impacté par ça, et nous, forcément, aussi, puisqu'on est en plein au milieu des scènes de crime. Et non, il m'est arrivé de réconforter des gens. Une personne, je me rappelle très bien, chez laquelle on était entré, en fait, elle connaissait plus ou moins les gens qui étaient rentrés chez elle. Elle était en instance de divorce et tout, et puis vraisemblablement des gens commandités par son ex-compagnon venaient lui faire peur et sont rentrés chez elle comme des cambrioleurs masqués et tout. Ils ne lui ont rien volé et tout, mais elle avait ses enfants en bas âge qui dormaient. Donc elle s'est retrouvée pendant un moment avec des hommes comme ça, masqués, qui la menaçaient, etc. Et donc elle était complètement en panique, elle a craqué complètement, et quand on est arrivé, là, voilà, quoi, on a vu l'état dans lequel elle se trouvait, et c'était pas sympa du tout, quoi. Putain, c'est fou, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont été payés par genre le conjoint. Payés, ou qui voilà, on a dit vas-y, va lui faire peur, etc., quoi. Ouais. Gilles, merci infiniment. Je crois qu'on arrive un peu à la fin de cet épisode. On a exploré plein de thématiques que je trouve hyper intéressantes. On le rappelle évidemment, hein, le livre que tu as écrit récemment, Parmi les morts, aux éditions Maru, c'est ça? Mais, ouais, qui parle un peu peut-être je te laisse un peu l'expliquer vite rapidement pour ceux qui... Un peu des coulisses de nos affaires les plus extraordinaires qu'on ait faites, surtout dans l'année 2015, qui concernent les crashs de la Germanwings, les attentats parisiens. Je parle aussi du tsunami en Thaïlande, ou de l'expérience de certains d'entre nous aussi à Nice, aussi, à l'attentat de Nice qui a eu lieu le 14 juillet 2016. Oui. Incroyable. Mais, voilà, quoi. C'est pour montrer un petit peu l'envers du décor et les coulisses et comment des gens qui interviennent sur ce genre de faits qu'ils n'ont pas l'habitude non plus de côtoyer, hein, puisque pour nous, des scènes de crime, c'est rarement à plus de 2 ou 3 corps. Mais là, quand on a énormément de victimes en masse, c'est là que tout se complique. Eh bien, très bien. Gilles, merci infiniment. On peut le retrouver où? Un peu partout? Dans toutes les librairies, sur les sites internet, partout, et Fnac, etc. On mettra le lien évidemment en première ligne de description pour ceux qui veulent se le procurer. Gilles, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle évidemment qu'il y a un petit mail qui s'affiche juste ici si jamais vous voulez passer dans un prochain épisode de StoryCube. Je vous mets également 2 épisodes qui s'affichent juste ici si vous voulez continuer à passer la soirée avec nous. C'était Noah. Bye.